Chapitre 2. Michelle Lavahn Robinson exerçait déjà le droit quand nous nous sommes rencontrés. Elle avait 25 ans et elle était associée dans le cabinet Sidley & Austin, basé à Chicago, où je suis allé travailler l'été après ma première année de droit. Elle était grande, belle, drôle, pleine d'entrain, généreuse et d'une intelligence redoutable, et je suis tombé sous son charme au premier regard. Le cabinet l'avait chargé de me prendre sous son aile, de s'assurer que je savais où se trouvait la photocopieuse et qu'on me faisait bon accueil. Cela voulait dire aussi que nous allions souvent déjeuner ensemble, ce qui nous permettait de discuter tranquillement, de notre travail dans un premier temps, et bientôt de tout le reste. Au cours des 2 années suivantes, pendant les vacances et quand Michelle venait à Harvard avec l'équipe de Sidley chargée de trouver de futurs recrues pour le cabinet, nous allions dîner ensemble et nous promener le long du fleuve Charles, parler de cinéma, de nos familles, des endroits du monde que nous avions envie de visiter. Quand son père est brutalement décédé des suites d'une sclérose en plaques, j'ai sauté dans un avion pour être auprès d'elle, et elle m'a réconforté à son tour quand j'ai appris que Gramps souffrait d'un cancer de la prostate à un stade avancé. Bref, nous sommes devenus non seulement un couple, mais des amis l'un pour l'autre, et quand la fin de mes études à Harvard s'est profilée à l'horizon, nous avons timidement commencé à envisager la possibilité de nous installer ensemble. Un jour, je l'ai emmenée dans un atelier d'initiative sociale que j'avais accepté d'animer à la demande d'un ami qui dirigeait un centre associatif dans le quartier du South Side. Les participants étaient principalement des mères célibataires, dont certaines vivaient des allocations, et elles étaient peu nombreuses à posséder des compétences susceptibles de leur permettre de trouver du travail. Je leur ai demandé de décrire leur monde tel qu'il était et tel qu'elles auraient aimé qu'il soit. C'était un exercice tout simple, auquel j'avais souvent eu recours, un moyen pour les gens d'établir un pont entre leur vie au sein de leur communauté et les changements qui étaient à leur portée. À la fin de cet atelier, alors que nous regagnions notre voiture, Michelle a glissé un bras sous le mien et m'a dit qu'elle avait été touchée par l'aisance avec laquelle je m'étais adressé à ces femmes. Tu leur as donné de l'espoir. Michelle était aussi orgueilleuse que moi et ne cédait jamais un pouce de terrain. Son frère, Craig, star de l'équipe de basket de Princeton qui avait travaillé dans le milieu des banques d'affaires avant de devenir entraîneur, racontait souvent en riant que, dans leur famille, personne ne pensait que Michelle, Mich, comme il la surnommait, se marierait un jour, parce qu'elle était trop dure, aucun homme ne pourrait jamais tenir la route. Le plus étrange, c'est que ça me plaisait, cette façon qu'elle avait de toujours me mettre au défi et de m'inciter à rester droit. Et elle, que pensait-elle de tout cela? Je l'imagine, juste avant notre rencontre, un modèle de jeune femme professionnelle et dynamique, toujours tirée à 4 épingles, concentrée sur sa carrière et menant sa barque sans dévier, la tête sur les épaules. Et voilà que ce drôle de type de Hawaï déboule dans sa vie, avec ses frusques négligés et ses rêves chimériques. C'est justement ça qui l'avait séduite, m'avouerait-elle plus tard, le fait que j'étais différent des hommes avec lesquels elle avait grandi et de ceux qu'elle avait fréquentés. Différent, même, de son père, qu'elle adorait, un homme qui n'avait pas fini ses études supérieures dans le public, qui avait été frappé par la sclérose en plaques peu après son 30e anniversaire, mais qui ne s'était jamais plaint, qui avait travaillé tous les jours de sa vie, qui avait accompagné Michelle à tous ses spectacles de danse et Craig à tous ses matchs de basket, et qui avait toujours été là pour sa famille, sa plus grande joie et sa plus grande fierté. On ne pouvait réellement compter que sur sa famille, on ne prenait pas de risques à la légère, et on n'était jamais dupe des signes extérieurs de réussite, une belle carrière, une belle maison, parce qu'on voyait partout autour de soi l'échec, la pauvreté et la menace du chômage ou d'une fusillade tapie en permanence au coin de la rue. Michelle ne craignait pas de trahir ce qu'elle était, parce qu'avoir grandi dans le South Side signifiait qu'on était toujours un outsider, d'une manière ou d'une autre. Les obstacles à la réussite étaient très clairs dans son esprit. Inutile d'aller les chercher bien loin. Si l'on pouvait parfois se retrouver en proie au doute, c'est parce qu'il fallait constamment prouver, quand bien même on collectionnait les succès, qu'on avait sa place à la table, et il fallait le prouver non seulement à tous ceux qui doutaient de vous, mais aussi à soi-même. J'avais passé l'examen du barreau, puis je m'étais mis en disponibilité pour 1 an afin de me consacrer au projet vote. En vue de l'élection présidentielle de 1992, l'une des plus importantes campagnes d'inscription sur les listes électorales de toute l'histoire de l'Illinois. De retour de notre voyage de noces sur la côte californienne, j'ai enseigné à la fac de droit de l'Université de Chicago,
J'ai fini d'écrire mon livre et j'ai officiellement rejoint Davis, Minet, Barnhill et Galland, un petit cabinet d'avocats des droits civiques spécialisé dans les discriminations à l'embauche et les négociations immobilières destinées à faciliter l'accès aux logements sociaux. Michelle, de son côté, ayant décidé qu'elle avait fait le tour du droit des entreprises, est allée travailler pendant un an au département de l'urbanisme de Chicago, avant d'accepter de prendre la tête de Publicali, un programme bénévole de formation des jeunes dirigeants. Dans la voiture sur le chemin du retour, au crépuscule, Michel et moi parlions parfois des enfants que nous aurions un jour, nous aussi à quoi ils ressembleraient, ou combien nous en voulions, et pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas un chien. Et nous imaginions tout ce que nous ferions ensemble, en famille. Une vie normale. Productive et heureuse. Cela aurait dû nous suffire. Mais soudain, à l'été 1995, une opportunité politique s'est présentée, à la suite d'un curieux enchaînement d'événements. Le député de la 2e circonscription de l'Illinois à la Chambre des représentants, Mel Reynolds, avait été mis en examen sous plusieurs chefs d'accusation. Il était notamment soupçonné d'avoir eu des relations sexuelles avec une bénévole de sa campagne âgée de 16 ans. Si jamais il était reconnu coupable, une élection anticipée serait organisée pour le remplacer. Avant d'en parler à Michel, j'ai dressé une liste des pour et des contre. Le poste de sénateur d'État n'avait rien de très reluisant. La plupart des gens ne savaient absolument pas qui étaient les représentants de l'État dans lequel ils vivaient, et Springfield, la capitale de l'Illinois, était connue pour être une ville où se perpétuaient les bonnes vieilles pratiques douteuses du jeu politique, octroi de faveurs illicites, échange de bons procédés et autres pots de vin. D'un autre côté, il fallait bien que je commence quelque part et que je fasse mes preuves. Et puis la législature de l'Illinois ne siégeait que quelques semaines par an, ce qui voulait dire que je pourrais sans problème continuer à enseigner et à travailler au cabinet. Mieux encore, Alice Palmer acceptait d'apporter son soutien officiel à ma candidature. Le procès de Reynolds n'ayant pas encore eu lieu, il était difficile d'y voir clair dans le calendrier à venir. D'un point de vue technique, Alice pouvait se présenter au Congrès tout en gardant l'option de conserver son siège au Sénat de l'Illinois si jamais elle perdait, mais elle m'avait affirmé de manière catégorique, à moi comme à d'autres, qu'elle en avait terminé avec la politique locale et qu'elle était prête à passer à autre chose. Ajoutez à cela une offre de soutien de la part de notre conseillère municipale, Toni Preckwinkle, qui pouvait se vanter de disposer des meilleures équipes de la circonscription, et mes chances de l'emporter semblaient plutôt bonnes. Je ne m'en irai nulle part, avait-elle ajouté, tant que tu ne m'auras pas donné des petits-enfants. Elle a accueilli l'annonce de ma possible candidature au Sénat de l'Illinois avec son enthousiasme coutumier, insistant pour que je lui raconte tout dans les moindres détails. Elle a reconnu que ce ne serait pas facile, mais ma mère avait toujours été du genre à envisager les difficultés sous un angle positif. Assure-toi bien que Michelle est partante, m'a-t-elle dit encore. Non pas que je sois la plus grande autorité en matière de couple. Et je t'interdis de te servir de moi comme prétexte pour renoncer. J'ai bien assez à faire comme ça pour ne pas devoir en plus avoir l'impression que tout le monde autour de moi met sa vie entre parenthèses. Ce serait morbide, tu comprends? C'est pendant ce séjour à New York que j'ai suggéré qu'elle vienne vivre chez nous, à Chicago. Ma grand-mère était trop vieille pour s'occuper d'elle à plein temps. Mais ma mère, qui demeurerait l'architecte de sa propre destinée jusqu'à son dernier souffle, a refusé. Je préfère rester dans un endroit que je connais et où il fait chaud, a-t-elle déclaré en se tournant vers la fenêtre. Je suis resté assis à côté d'elle, impuissant, songeant au long chemin qu'elle avait parcouru, aux nombreux détours inattendus qui avaient jalonné son existence pleine de rebondissements heureux. Jamais, pas une seule fois, je ne l'ai entendu s'épancher sur les moments tristes de sa vie. Au contraire, on aurait dit qu'elle trouvait de petits plaisirs dans chaque occasion. Autant pour moi. Je me suis donc rendu dans l'un des quartiers choisis par Ron pour récolter des signatures. J'avais l'impression d'être revenu à mes débuts dans l'organisation associative, à faire ainsi du porte-à-porte. Parfois les gens n'étaient pas chez eux, d'autres refusaient de m'ouvrir. Je me retrouvais nez à nez avec des femmes en bigoudi, une kyrielle d'enfants dans les pattes, tandis que le mari travaillait dans le jardin, ou avec des jeunes en t-shirt, durag sur le crâne, l'haleine chargée d'alcool, qui jetaient des regards nerveux à droite et à gauche. Il y avait aussi ceux qui voulaient me parler des problèmes de l'école du coin, ou des armes à feu qui pullulaient dans leur quartier populaire autrefois tranquille. Mais, la plupart du temps,
Les gens prenaient le porte-bloc, se dépêchaient de signer, puis retournaient vaquer à leurs affaires. À l'époque où j'animais des groupes d'initiative sociale, j'avais appris à toujours rester en retrait pour laisser parler les autres. J'ai cependant fini par faire des progrès, je me suis détendu, et peu à peu les rangs de mes supporters se sont étoffés. J'ai engrangé le soutien officiel de plusieurs élus locaux, d'hommes d'église ainsi que d'une poignée d'organisations. J'ai même réussi à obtenir qu'on rédige des notes de synthèse sur nos positions. Et j'aimerais pouvoir dire que c'est ainsi que s'est terminée ma première campagne, le jeune candidat fougueux et sa superbe épouse, pleine de sagesse et de patience, réunis avec quelques amis dans leur salle à manger, puis ralliés par la foule autour d'un projet politique innovant. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. En août 1995, Mel Reynolds, notre député tombé en disgrâce, a finalement été reconnu coupable et condamné à une peine de prison. Une élection partielle anticipée aurait donc lieu à la fin du mois de novembre. Dès que le calendrier a été officiellement fixé, Alice Palmer a été rejointe dans la course par d'autres candidats désireux de s'emparer du siège vacant, parmi lesquels Jesse Jackson Jr., qui avait attiré l'attention des grands médias nationaux grâce au vibrant discours d'introduction qu'il avait prononcé pour son père, Jesse Jackson, lors de la Convention démocrate en 1988. Michelle et moi connaissions Jesse Jr. et l'aimions beaucoup. Sa sœur Santita, l'une des meilleures amies de Michelle à l'époque du lycée, avait été demoiselle d'honneur à notre mariage. Il jouissait d'une popularité assez grande pour que l'annonce de sa candidature bouscule aussitôt l'équilibre des forces en présence, réduisant considérablement les chances d'Alice. Et, dans la mesure où cette élection anticipée allait avoir lieu quelques semaines avant la date limite du dépôt des parrainages pour le siège d'Alice au Sénat de l'Illinois, mon équipe a commencé à s'inquiéter. J'ai défendu mes positions, beaucoup de bénévoles et de donateurs avaient déjà investi dans la campagne, après tout. J'avais toujours soutenu Alice, même après l'entrée en lice de Jesse Jr., mais mon auditoire est resté de marbre. Quand j'ai fini par discuter de la situation avec Alice, j'ai compris vers quelle issue on se dirigeait. Une semaine plus tard, elle tenait une conférence de presse à Springfield pour annoncer qu'elle lançait sa propre campagne de parrainage, juste avant la date limite du dépôt des signatures, afin de pouvoir être déclarée éligible et briguer sa propre succession au Sénat. « Qu'est-ce que je t'avais dit ?» a lâché Carole en tirant sur sa cigarette et en soufflant un fin serpentin de fumée vers le plafond. Je n'avais plus d'adversaire dans les rangs démocrates, et le candidat des Républicains n'était là que pour la figuration. Les portes du Sénat de l'Illinois s'ouvraient à moi. Quant à mes nobles idéaux sur les pratiques politiques, ils n'étaient manifestement pas à l'ordre du jour. J'imagine qu'il y a des leçons utiles à tirer de cette première campagne. J'ai appris à tenir compte des rouages de la politique, de l'attention aux détails qu'elle exigeait à chaque instant, du labeur quotidien, ingrat et répétitif, qui pouvait faire toute la différence entre la victoire et la défaite. Cela m'a également permis de vérifier une chose que je savais déjà. Peu importe que je préfère jouer dans le respect des règles, je n'aimais surtout pas perdre. Près de 8 années durant, j'ai fait ces 3h30 de route, en général seul, enchaînant les allers-retours à Springfield pendant quelques semaines à l'automne et une bonne partie de l'hiver et des premiers mois du printemps, période où la législature de l'Illinois accomplissait l'essentiel de son travail. Je partais le mardi soir après le dîner et je rentrais le jeudi soir ou le vendredi matin. Au bout d'environ 1 heure de route à la sortie de Chicago, on ne captait plus de réseau, et les seules fréquences encore accessibles étaient celles des radios musicales évangéliques ou de libre antenne. Pour me tenir éveillé, j'écoutais des livres audio, les plus longs possibles, des romans la plupart du temps. John le Carré et Toni Morrison étaient en tête de mon hit parade, mais aussi des ouvrages historiques, sur la guerre de sécession, l'époque victorienne ou la chute de l'Empire romain. Quand mes amis m'interrogeaient, l'air sceptique, je leur disais à quel point cette expérience à Springfield était riche d'enseignements pour moi, et c'était vrai, les premières années en tout cas. Des 50 États, l'Illinois était celui qui illustrait le mieux la diversité démographique de la nation. On y trouvait une métropole trépidante, de vastes banlieues pavillonnaires, des terres agricoles, des villes industrielles, et une région qui annonce déjà le sud du pays. Tous les jours, sous le grand dôme du Capitole, c'était un échantillon représentatif de l'Amérique tout entière qui défilait, l'incarnation vivante d'un poème de Carl Sandburg. Il y avait des gamins de la ville en sortie scolaire qui chahutaient, des banquiers impeccablement coiffés sans cesse en train de dégainer leur portable à clapet,
des fermiers en casquette venus plaider pour un assouplissement des règles permettant aux barges industrielles de transporter leurs produits sur le marché. On voyait des mères de familles latinos en quête de financement pour ouvrir une nouvelle crèche et des bandes de motards à veste en cuir et rouflaquettes venus protester contre le énième projet de loi visant à rendre obligatoire le port du casque. Pendant les premiers mois, j'ai fait profil bas. Mon nom bizarre et mon diplôme de Harvard inspiraient une certaine méfiance à bon nombre de mes collègues, mais je faisais consciencieusement mes devoirs et j'aidais à lever des fonds pour financer la campagne d'autres sénateurs. J'ai fait peu à peu connaissance avec mes collègues des bancs du Sénat et leurs équipes, pas seulement dans l'hémicycle mais aussi sur les terrains de basket, les parcours de golf, ou encore grâce aux parties de poker que nous organisions chaque semaine, démocrates et républicains confondus. 2$ la mise, la relance limitée à 3, la pièce enfumée, les jurons qui fusaient et le l'enchouintement des canettes de bière décapsulées les unes après les autres. J'avais l'avantage de déjà connaître le leader de l'opposition démocrate au Sénat, un homme corpulent âgé d'une soixantaine d'années du nom d'Emil Jones. Il avait commencé sa carrière dans l'un des plus anciens comités de coordination locale à l'époque de Richard J. Daley et représentait la circonscription où j'avais travaillé jadis dans le milieu associatif. C'est comme ça que nous nous étions rencontrés. J'étais venu le voir dans ses bureaux avec un groupe de parents qui cherchaient des financements pour monter un programme d'aide à l'entrée des jeunes des quartiers dans les classes préparatoires aux grandes universités. Au lieu de nous envoyer paître, il nous avait accueillis à bras ouverts. « Vous ne le savez sans doute pas, » nous avait-il dit, « mais j'attends votre visite avec impatience depuis un bout de temps. » Il nous avait expliqué que lui-même n'avait jamais eu la chance d'aller à l'université. Il voulait faire en sorte que l'État alloue un budget plus conséquent aux quartiers noirs défavorisés. « Je vous laisse réfléchir aux moyens dont nous avons besoin, » m'avait-il dit en me tapant sur l'épaule quand nous étions ressortis de son bureau. De mon côté, je m'occupe des questions politiques. Émile avait tenu parole, le programme avait pu voir le jour, et notre amitié ne s'était jamais démentie depuis. Il éprouvait une sorte de fierté à mon égard, je ne sais pas trop pourquoi, et il accueillait mes projets réformistes avec une bienveillance protectrice. Même quand il avait désespérément besoin de voix pour faire passer ses propres projets, la légalisation des jeux d'argent sur les voies fluviales à Chicago, notamment, était l'une de ses obsessions. Il n'essayait jamais de me tordre le bras si je lui disais que je ne pouvais pas le soutenir, même s'il ne se gênait pas alors pour pester contre moi en sortant en trompe de mon bureau pour frapper à une autre porte. De temps en temps, j'arrivais à faire passer des projets qui avaient un impact significatif sur la législation. J'ai contribué à faire en sorte que la version propre à l'Illinois de la loi sur la réforme du système de santé signée par Bill Clinton apporte un soutien suffisant aux gens qui entraient sur le marché du travail. Au lendemain d'un nouveau scandale comme il y en avait en permanence à Springfield, Émile m'a demandé d'être le représentant de notre groupe parlementaire dans une commission chargée de réviser les lois sur la moralisation de la vie politique. Personne ne voulait se dévouer, parce que tout le monde pensait que c'était une cause perdue. Mais, grâce au bon rapport que j'entretenais avec mon homologue républicain, Kirk Dillard, nous avons fait voter une loi prohibant certaines pratiques embarrassantes. Il était désormais impossible, par exemple, de détourner des fonds de campagne pour des dépenses personnelles telles que des travaux de rénovation ou un nouveau manteau de fourrure. Certains sénateurs ne nous ont plus adressé la parole pendant des semaines après cela. Autre exemple, plus typique. Un jour, vers la fin de la première session parlementaire, je me suis levé pour prendre la parole et exprimer mon opposition à un allègement des charges fiscales concédées de manière outrageusement abusive à certains secteurs d'activité ainsi favorisés alors que, dans le même temps, l'État rognait sur les moyens alloués à l'aide aux plus pauvres. J'avais soigneusement rédigé mes arguments et m'étais préparé avec autant de méticulosité qu'un avocat appelé à plaider devant la cour d'assises. J'ai expliqué que ces réductions d'impôts injustifiées allaient à l'encontre même des principes de marché conservateurs que les républicains prétendaient défendre. Quand je me suis rassis, le président du Sénat, Pat Phillips, un ex-marine baraqué aux cheveux blancs, réputé pour les insultes dont il gratifiait régulièrement les femmes et les membres des minorités visibles avec une remarquable désinvolture, s'est approché de mon pupitre. J'organisais des rencontres citoyennes dans des salles des fêtes, j'installais les boissons et des piles de bulletins d'information sur l'avancée des projets législatifs, puis, en général, je restais assis là, en compagnie d'un pauvre collaborateur esseulé, à consulter ma montre en attendant une foule qui n'arrivait jamais. Je ne pouvais pas en vouloir aux gens de ne pas venir. Ils n'avaient pas le temps,
Ils devaient s'occuper de leur famille, et les débats qui agitaient Springfield leur paraissaient probablement bien éloignés de leurs préoccupations quotidiennes. Du reste, sur les quelques sujets majeurs auxquels ils s'intéressaient bel et bien, mes électeurs devaient sans doute être déjà sur la même longueur d'onde que moi, dans la mesure où les limites de ma circonscription, comme pratiquement toutes celles de l'Illinois, avaient été tracées avec une précision chirurgicale afin que l'un ou l'autre parti soit assuré d'y exercer une domination sans partage. Si je voulais plus de fonds pour les écoles des quartiers pauvres, si je voulais faciliter l'accès des chômeurs à l'assurance maladie ou à la formation, je n'avais pas besoin de rallier les électeurs à ma cause. Certains politologues affirment que tout ce que j'ai pu raconter sur mon expérience à Springfield décrit très exactement la façon dont le pluralisme est censé fonctionner. Que les tractations entre groupes d'intérêt ne brillent peut-être pas par leur noblesse, mais que c'est ça qui permet à la démocratie d'avancer, bon an mal an. J'aurais probablement eu moins de mal à entendre cet argument à l'époque si ma vie de famille ne m'avait pas tant manqué. Les 2 premières années, tout allait encore bien. Michelle avait beaucoup de travail de son côté, et même si, fidèle à sa parole, elle ne venait jamais à Springfield, elle n'avait fait le déplacement que le jour de mon investiture au Sénat, nous passions de longs moments au téléphone les soirs où je n'étais pas là. Et puis un jour, à l'automne 1997, elle m'a appelé au bureau, la voix tremblante. Entre autres et nombreux talents, notre fille avait le sens du timing. La session parlementaire et l'année scolaire étaient terminées, aucune affaire d'importance ne m'attendait au cabinet, je pouvais donc me mettre en congé pendant tout le reste de l'été. Comme je suis un animal nocturne par nature, c'est moi qui prenais le quart de nuit afin que Michelle puisse se reposer. Je posais Malia sur mes cuisses pour lui faire la lecture tandis qu'elle me regardait de ses grands yeux pleins de curiosité, ou bien je l'allongeais sur ma poitrine après lui avoir fait faire son rot et changer sa couche, et elle s'endormait, sereine, toute tiède contre ma peau. Je pensais alors à ces générations entières d'hommes qui étaient passés à côté de ce genre de moment, je pensais à mon propre père, dont l'absence avait eu plus d'impact sur moi que le peu de temps que nous avions passé ensemble, et je songeais que pour rien au monde je n'aurais voulu me trouver ailleurs. Mais les contraintes que connaissent tous les jeunes parents ont fini par nous rattraper. Après quelques mois de pure félicité, Michel a repris le travail et je suis reparti jongler entre mes 3 casquettes. Nous avons eu la chance de trouver une merveilleuse nounou qui s'occupait de Malia durant la journée, mais l'embauche d'une employée à plein temps dans notre petite entreprise familiale a sérieusement écorné nos finances. C'est Michel qui a le plus souffert de cette situation. Constamment prise entre son rôle de mère et ses obligations professionnelles, elle n'était pas convaincue d'être à la hauteur, sur l'un comme sur l'autre front. Tous les soirs, après avoir fait dîner Malia, après lui avoir donné son bain, après lui avoir raconté une histoire, après avoir fait le ménage dans l'appartement, après avoir essayé de se souvenir si elle était passée au pressing et après s'être mis un rappel pour ne pas oublier de prendre rendez-vous chez le pédiatre, elle s'écroulait souvent sur un lit vide, sachant qu'elle n'avait que quelques heures de repos devant elle avant que le cycle ne redémarre, pendant que son mari s'occupait de choses importantes. Assise dans la pénombre de notre salon, Michelle n'avait plus l'air en colère à présent. Elle avait simplement l'air triste. « Est-ce que ça en vaut la peine ?» m'a-t-elle demandé. Je ne sais plus ce que j'ai répondu. Je sais que je n'ai pas été capable de lui avouer que je n'en étais plus aussi sûr. Il est difficile, rétrospectivement, de comprendre pourquoi on fait quelque chose d'idiot. Et je ne parle pas des petites bêtises de tous les jours, tacher sa cravate préférée parce qu'on a essayé de manger une soupe en conduisant, ou se faire un tour de rein parce qu'on s'est laissé embarquer dans un match de foot à Thanksgiving. Je parle des choix désastreux qu'on fait à l'issue d'une longue réflexion. Tous ces moments de la vie où, ayant identifié un problème, on prend le temps de l'analyser, puis, avec une confiance absolue, on y réagit très exactement comme il ne fallait pas. Avoir discuté avec quelques conseillers en qui j'avais toute confiance, j'ai demandé à mon staff de bricoler en interne un rapide sondage pour voir si j'avais des chances de l'emporter contre Rush. Notre échantillon informel paraissait probant. Sur la foi de ces résultats, j'ai réussi à convaincre plusieurs amis proches de m'aider à financer la campagne. Puis, malgré les avertissements d'un certain nombre de personnalités politiques plus expérimentées, d'après lesquelles Rush était plus solide qu'il n'en avait l'air, et malgré l'incrédulité de Michelle à l'idée que je puisse penser qu'elle serait plus heureuse de me voir travailler à Washington plutôt qu'à Springfield, j'ai annoncé ma candidature au siège de représentant de la première circonscription de l'Illinois au Congrès. Lorsque j'ai fini par réussir à rejoindre le Staples Center,
je me suis aperçu que le badge que m'avait procuré mon ami ne me permettait pas d'accéder à la salle, et je suis donc resté dehors à me morfondre en regardant les festivités sur des écrans télé. Enfin, après un nouvel épisode gênant un peu plus tard dans la soirée, lorsque mon ami n'est pas parvenu à me faire entrer dans une fête à laquelle il avait été invité, je suis retourné à l'hôtel en taxi, je me suis écroulé sur le canapé de sa suite, puis j'ai repris l'avion pour Chicago, où je suis arrivé juste au moment où Al Gore acceptait l'investiture. Toute cette histoire est plutôt amusante, surtout au regard de ce qui allait m'arriver par la suite. Elle en dit long, comme je le confie à mon auditoire, sur la nature imprévisible de la politique et sur la résilience dont il faut être capable. Je ne leur dis rien, en revanche, des sombres pensées que je ruminais dans l'avion qui me ramenait ce jour-là à Chicago. J'avais presque 40 ans, j'étais fauché, je sortais d'une défaite humiliante et mon couple traversait une passe difficile. J'ai songé, pour la première fois de ma vie peut-être, que j'avais pris un mauvais virage, que les ressources d'énergie et d'optimisme que je croyais posséder, le potentiel sur lequel j'avais toujours parié, venaient d'être intégralement dépensés en pure perte pour une quête futile. Pire encore, j'étais conscient que ma prétention à me faire élire au Congrès m'avait été dictée non par je ne sais quel rêve désintéressé, l'ambition de changer le monde, mais par le besoin de justifier les choix que j'avais déjà faits, ou de flatter mon ego, ou encore d'apaiser le sentiment de jalousie que j'éprouvais à l'égard de ceux qui avaient réussi là où je n'avais encore rien accompli. Autrement dit, j'étais devenu exactement ce que je m'étais promis, quand j'étais plus jeune, de ne jamais devenir. J'étais devenu un homme politique, et pas le plus brillant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus de contenu. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque audio audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par l'IA.